Et c'est une semaine clé pour les marchés. Nous en parlons avec les équipes de Bourse Direct. Avec nous chaque lundi en plateau pour le plan de trading, Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Oui, effectivement, semaine clé. Donc bon, déjà, la baisse des dernières séances a ramené les indices dans le bas de leur fourchette de fluctuation. Semaine clé parce que c'est une échéance trimestrielle. Et c'est une semaine où la Réserve fédérale américaine va continuer de monter ses taux et peut-être même plus encore que ce que le marché anticipe si on prend en compte le dernier chiffre d'inflation aux États-Unis qui a été publié ce vendredi. Donc, effectivement, une semaine importante, Romain. Oui, c'est ça. Avec les ventes au détail aussi mercredi après-midi pour la cerise sur le gâteau. On n'espère pas en tout cas. Oui, c'est compliqué. C'est des marchés qui sont sous pression. Des répliques baissières, on les attendait, mais on avait ce mouvement de rebond qui s'était mis en place, une dizaine de pourcents sur le S&P notamment, et qui s'est nettement invalidé. La semaine dernière, un retournement qui est assez brutal. Et on gomme en une semaine, 4 semaines d'efforts de hausse. C'est jamais très bon signe, évidemment. Surtout que les volumes se sont un peu étoffés vendredi soir. Reste que, alors tout ça est un peu décousu à plein de points de vue, notamment pour la lecture de la position verte sur les marchés dérivés, puisque on avait une relative neutralité, pas de pression baissière jusqu'à mercredi, et puis mercredi, avant la réunion de la Banque Centrale Européenne, là, 15 000 contrats futurs sont ouverts. On pouvait se demander si c'était de la protection, de la prudence avant la réunion, et en tout cas, c'est une prise de position nette par les vendeurs, une fois encore, contre 6 500 points sur le futur CAC 40, et donc une pression baissière qui était à leur avantage sur les niveaux actuels. Par ailleurs, on arrive en revanche sur un niveau important de couverture, notamment donc sur le CAC 40, au-delà de 6 000 points. Donc la zone 6 000, 6 002 était un peu creuse en vente. Ouais. On l'a vu, on est passé rapidement. Ah oui, on est dedans là, oui. Et à partir de 6 000, ça se densifie très nettement. Et jusqu'à 5 008, où il y a beaucoup de couverture dans les portefeuilles. Alors beaucoup pour l'indice parisien, mais c'était quand même indicatif. Et puis pas beaucoup de pression baissière complémentaire vendredi non plus. Alors la position globale a augmenté, mais on approche, comme vous le disiez, de l'échéance des marchés dérivés. Il y a des phénomènes techniques qui se jouent là aussi. N'empêche que la zone 6 500, 6 550 est infranchissable pour l'instant en tout cas, et que les vendeurs ont repris la main contre ces niveaux-là. Reste qu'on préserve et on arrive de façon très propre sur des niveaux qui sont vraiment des niveaux d'alerte très importants sur l'ensemble des indices, de façon coordonnée, mais on s'arrête dessus de façon canalisée une fois encore. Donc, tout ce qui pourrait paraître un peu brutal et un peu décousu, eh bien, reste quand même technique à ce stade. La panique ne se matérialise pas pour l'instant, et ça c'est gênant. Reste que les secteurs forts du moment donnent des vrais signaux de faiblesse, voire des signaux de retournement aussi. Donc, si même ces secteurs-là qui avaient progressé quand le marché baissait, se mettent à consolider aussi, on va au-devant de marchés plus baissiers encore. Et c'est effectivement probablement cette semaine que vont se décanter beaucoup de choses. Ouais. Bon, si on regarde effectivement, alors à travers le S&P 500, l'invalidation de ces 2-3 semaines de rebond qu'on a pu observer, le point bas a été touché début mai, c'est ça, et puis on a vu que l'ambiance s'était améliorée pendant 2-3 semaines jusqu'à la rechute de la semaine dernière. Brutal et assez rapide en 2 séances. On a ce premier gap de rupture qu'on voit, donc on a buté contre 4169 points sur le S&P, avec un gap de rupture qui indique clairement donc la rupture avec le rebond en cours, et puis derrière une accélération marquée vendredi avec un gap large, la gap de continuation sous un niveau de résistance majeur qui ouvre à sous 3974 et qui accélère. Alors la théorie des gaps nous donne comme cible idéale de 3832. On duplique le premier mouvement et jusqu'au gap de continuation 3832. Et ça nous renvoie toujours de façon extrêmement technique à 3836. 3836, vous le voyez, c'est le niveau sur lequel on avait rebondi début mai. Et ça correspond à 38,20% de retracement de toute la hausse Covid. Et donc, c'est un niveau technique majeur. Donc, la question est entière et j'aime bien avoir des prises de position fermes sur le marché. Mais sur les futurs, on tourne autour pour l'instant. La main est au vendeur, mais est-ce qu'on va pouvoir rebondir sur ces niveaux-là et les préserver pour des raisons techniques, pour les chances des marchés dérivés ou accélérer? On a derrière un support à 3764 et en dessous, c'est 3508. Il n'y a quasiment plus rien entre les deux et les 50% de retracement de toute la hausse. Donc, cette zone 3764, 3836 est extrêmement importante à préserver. Il faut que les indices le fassent vite, sinon on a de bonnes chances d'accélérer. 3508, c'est une cible minimale dans le mouvement actuel. Bon, le sujet évidemment pour les investisseurs, ça reste l'inflation. Derrière l'inflation, il y a la question des prix des matières premières au sens large, de l'énergie en particulier. Si on regarde justement la dynamique des prix,
De l'énergie, Romain, il y a des outils qui permettent de suivre ça, à travers notamment des paniers, hein, des indices chez Lyxor, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire de la dynamique des prix de l'énergie? Est-ce qu'il y a l'espoir d'une possible détente, ou est-ce qu'à ce stade, c'est plutôt un fantasme qu'autre chose? Pour l'instant, c'est pas terrible en effet à nouveau. Là, c'est un graphique du MSCI World Energy, donc le panier de valeurs qui sont composés à plus de 25% par Chevron et Exxon, donc des valeurs pétrolières elles-mêmes, qui étaient les valeurs fortes du moment. On se rappelle que Warren Buffett avait annoncé avoir augmenté très nettement sa pondération sur ces valeurs-là. Et bien même ce secteur-là, qui a progressé quand même de plus de 36% au cours du dernier rebond, eh bien donne des signaux d'invalidation marqués la semaine dernière. Et encore, c'est un graphique hebdomadaire arrêté à vendredi soir. Ce matin, vous voyez en haut du graphique les deux dernières bougies hebdomadaires. La première à gauche est un pendu, celle de droite une étoile filante. Quand on ouvre avec un gap baissier après une étoile filante en haut de marché, on forme une structure qu'on appelle une étoile du soir. Il faut que la semaine se termine au-dessus de ces niveaux pour invalider cette étoile du soir. Donc, figure de retournement baissière connu des artistes. En haut de canal et proche de cibles majeures. Même le secteur le plus fort du moment donne des signaux. Est en train de s'épuiser peut-être. Voilà, exactement. Exxon qui marquait un nouveau plus haut historique la semaine dernière à $105. En effet. Donc, on aurait pu choisir l'indice panier de valeur CRB, mais j'ai choisi cet actif-là composé d'actions, mais la structure est quasiment la même. Le CRB est un peu plus haut, un tout petit peu plus fort. Il y a moins de signaux d'invalidation de l'immédiat, mais même sur le pétrole, ça se calme, ça se tasse un peu ce matin. Ouais, sur les valeurs pétrolières, effectivement, attention, peut-être que beaucoup a déjà été intégré. On se pose des questions également sur le dollar. L'accalmie du mois de mai était également générée par une détente sur le dollar. On avait vu l'euro rebondir au-delà de 1,07. Là aussi, renversement total de situation, on se retrouve désormais sous $1,05. Oui, $1,05 et un dollar index qui est très fort. On avait pressenti donc cette invalidation haussière, on l'avait évoqué il y a 3 semaines, cet avalement baissier en hebdomadaire contre 103,95, retour possible au niveau de support majeur 101,05, et puis sur le canal haussier de moyen terme précédent pour prendre un appui. Eh bien, on constate que l'indice dollar n'a même pas touché les 101,05 avant de rebondir très très puissamment. Il ne s'est même pas arrêté sur des niveaux qui datent quand même de 2017 et de 2020. Il s'est arrêté avant, il a rebondi avant. Donc ça, c'est vraiment un signe de force dans la tendance. La bougie de la semaine dernière le montre bien ici. Et il est déjà en hausse encore aujourd'hui. Donc à l'inverse, l'euro et lui reste sous pression. Il a buté à nouveau contre un 0,720. Il repasse sous un 0,520. La cible suivante, c'est 1,0219, qui est vraiment probablement au mire. Et le gros support, c'est 0,9910 ensuite. Compte tenu de la progression et du mouvement du dollar, on peut viser donc 105,75 probablement assez rapidement. Et le gros niveau de résistance, c'est 107,95 pour le dollar index. Le trend est clairement haussier, donc baissier pour l'euro et pas invalidé, contrairement au timide soubresaut qu'on a connu pendant quelques jours. Puis on l'a vu sur la paire dollar-yen ce matin, on est monté à plus de 135, qui est un nouveau plus bas quasi historique pour la devise japonaise contre le dollar. Si on regarde les métaux précieux, c'est intéressant, il s'est passé quelque chose sur l'once d'or vendredi visiblement, Romain. Pour essayer de trouver des actifs un peu en hausse dans un marché qui ne connaît que des actifs en baisse. Alors c'est pareil, une photographie de l'or en graphique mensuel. Chaque bougie représente un mois de cotation. On a eu effectivement un coup d'arrêt au-delà de 1814. Ce coup d'arrêt permet de mettre en lumière déjà une ligne de tendance haussière de long terme, un point bas marqué donc en mai. D'autre part, on constate que la formation d'un possible, puisqu'on est toujours dans le courant du mois de juin, d'un possible creux en pince. Creux en pince, c'est que la bougie du mois de mai clôture au même niveau que la bougie du mois de juin ouvre, donc à 1836,50 à quelques centièmes près. Ça peut être un signe d'arrêt dans un mouvement baissier qui n'était pas très très fort, mais ça n'est pas en bas de marché, mais c'est quand même un signal d'arrêt au-delà de la ligne de tendance haussière. Et on a progressé de 1,30% la semaine dernière sur l'or en franchissant des niveaux importants. Alors on aurait pu zoomer un peu plus, mais la photographie large est importante. J'ai laissé l'ancien canal haussier de long terme en tiret noir parce que c'est un niveau autour duquel les prix se sont beaucoup articulés. Ça pourrait représenter une cible dans ce mouvement haussier qui serait situé donc entre 1952 et 1977. C'est la grosse résistance. Dollar à l'once au moins. Donc on n'attend pas un mouvement énorme, mais effectivement la hausse du dollar et dans ce contexte inflationniste, la hausse de l'or serait des solutions et des actifs de repli qui peuvent être intéressants.
On constate une petite faiblesse ce matin. Alors, est-ce que ce sont des investisseurs qui vendent leur or pour couvrir des positions ? Ça existe. Tant que c'est le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de panique sur les marchés actions, qu'on veut défendre les positions. Ouais, c'est ça. Il faut rappeler toujours cette mécanique que si l'or monte dans un marché qui baisse, c'est qu'il y a un phénomène de panique sur les marchés actions et que la purge peut se mettre en place. On est toujours dans ce doute et justement, la purge ne se met pas en place sur les marchés actions. Peut-être est-ce que c'en est un témoignage encore ce matin. Quelle est la traduction de la situation sur nos indices en Europe, l'Eurostock 50 et puis le futur CAC, bien sûr, hein, donc le CAC juin qui va arriver à expiration ce vendredi, Romain. Plutôt que des grands discours, un dessin. On voit où est l'Eurostock ce matin, à nouveau sur des niveaux de support majeurs, enfoncés puis préservés donc, au mois de mars, et puis testés au mois de mai sur lesquels on a rebondi et qu'on teste vraiment ce matin et pour lesquels on oscille autour. Donc 3526 points, c'est vraiment le niveau charnière. Si on passe en dessous, on pourrait dupliquer le trading range précédent, 3778, 3610, 3526, accélérer. Donc, on a des cibles qui sont situées au-delà des 3300, en deçà des 3300 points, avec un support important, 3356. C'est vraiment l'enjeu des jours à venir. Nouveau gap baissier en hebdomadaire, ça n'est jamais très, très bon signe. Ça va faire partie des niveaux à invalider, donc cette zone 3618 et un tout petit peu au-dessus, qui sont des niveaux importants à réintégrer pour reprendre des couleurs. Ce n'est pas le sens pour l'instant du tout. Et la dynamique haussière est bien invalidée clairement dans l'immédiat. Bon, et puis on voit bien sur le graphique journalier en 14 heures du futur CAC, on voit bien là ce gros gap à la baisse ce matin qui est laissé béant pour l'instant. Alors gros gap à la baisse, une parenthèse sur l'indice CAC 40 cash, on forme le troisième gap d'affilée ce matin. C'est aussi ce qui peut laisser entendre que le marché arrêterait de baisser. Le premier gap étant de rupture, deuxième comme sur le S&P, gap de continuation ensuite. Et celui de ce matin pourrait être le gap d'épuisement. On va le voir, on va le savoir rapidement. Sur le futur CAC 40 en 14 heures, c'est moins visible, mais on a effectivement ce gros gap sous un niveau clé et donc sous les niveaux de couverture qu'on avait indiqués, 6200, 6047 sont testés immédiatement. Et puis ce canal baissier de moyen terme qu'on avait tenté de déborder par le haut, qu'on réintègre brutalement et on s'articule autour ce matin. Donc pour l'instant, on défend des niveaux clés, mais sous 6000, 6047, on invalide tout le rebond du mois de mars, le rebond du 9, entamé le 9 mai, et on risque d'accélérer. On n'a pas beaucoup de support avant 5780. La cible suivante, c'est 5528. Et pour les plus pessimistes, si on duplique la structure dans laquelle on se trouve, je ne l'ai pas mise ici, mais ce serait trop long graphiquement, on a même des cibles qui nous amènent un peu au-delà de 5300 points. Peut-être dans le courant de l'été, puisque ce marché a l'air de vouloir glisser et ne pas accélérer. Mais il ne faut pas... être patient avec ce marché qui pour l'instant est couvert sur ces zones-là, mais pourrait donner des signaux de baisse plus marqués par la suite. Conclusion, c'est quoi la bonne stratégie à avoir là, dans ce marché compliqué, dans ce marché baissier, dans ce marché plein de faux signaux, de contre-pieds? Alors du cash toujours, ça c'est la première des choses, même si le cash coûte cher en ce moment, il coûte moins cher que des mauvais signaux. De l'or, probablement, même si, encore une fois, on n'attend pas des accélérations haussières très marquées. Et quelques secteurs forts, si on veut les conserver, ils sont forts, ils baissent quand même tous, mais il y a les télécoms, toujours, reste le secteur fort depuis quelques temps. La chimie est secteur fort du moment. Il se passe des choses du côté de l'alimentation, donc on peut surveiller ce secteur-là aussi. L'automobile reste secteur fort malgré le contre-pied. Mais il faut dire qu'il est tellement sous-performant que c'est tellement value que c'est peut-être ça qui fait qu'on le vend moins. Et puis, si on est plus agressif, le Japon surperforme et la Chine aussi. On a mis un tout petit doigt dans le marché chinois. Ça reste très compliqué à investir, il faut le rappeler. Les changements de politique en Chine sont très brutaux et ce qui fait qu'il ne faut pas y mettre une partie de son capital significative. Donc la patience pour l'instant, le stock picking, pourquoi pas, mais il faut trouver les bons titres et en ce moment, je vous avoue que ce n'est pas évident. Bon. Sur la Chine, ça fait partie des nouvelles un peu inquiétantes du matin. Il y a une pression sanitaire toujours très forte sur des villes comme Shanghai et Beijing. On n'est pas sorti totalement du problème sanitaire en Chine, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Romain. Romain Debré avec nous donc chaque lundi pour le plan de trading et ce vendredi en plateau 17h avec les autres sorciers de Smart Bourse pour l'échéance trimestrielle des marchés dérivés.